Poutine appuie sur les nerfs de l'OTAN. Après une année 2025 où la Russie a intensifié sa stratégie hybride à travers l'Europe occidentale, Poutine vient de franchir une ligne majeure. La Russie a pris pour cible un porte-avions français dans un acte de mépris flagrant. Mais ce qui s'est passé ensuite a humilié Moscou. La Russie a été prise sur le fait, et tous les regards se tournent vers le Kremlin qui tente d'échapper à la responsabilité d'une attaque ratée. Le 26 février, un drone a décollé d'un navire russe alors que le bâtiment s'approchait d'une cible très précise qui se trouvait dans le port de Malmö, en Suède. La cible était le porte-avions français Charles de Gaulle, actuellement en Suède, pour une opération de l'OTAN que nous détaillerons plus tard. Un drone russe a approché le porte-avions, forçant l'OTAN à intervenir pour le neutraliser avant son arrivée. Selon les médias United 44, le navire russe en question était un bâtiment nommé Zhigovsk, qui fait partie de la flotte de la Baltique de la Russie, et qui manœuvrait depuis un certain temps dans la mer Baltique, aux alentours du port de Malmö. La Suède surveillait le Zhigovsk, et avait envoyé l'un de ses patrouilleurs de classe Tapa, le HSWMS Rap, pour observer le navire alors qu'il traversait les eaux de la Baltique. En d'autres termes, la Suède avait tout anticipé. Poutine pensait que son navire espion était malin. Cependant, la Suède a vu la Russie lancer le drone, confirmant l'identité de l'assaillant du Charles de Gaulle et mettant la Russie au pied du mur. Poutine ne peut nier que la Russie a mené l'attaque, mais il tentera quand même. Quant au porte-avions français en question, le Charles de Gaulle constituerait une cible de choix pour la Russie. C'est pourquoi Poutine a lancé l'attaque de drone ratée et humiliante. La Russie est sans doute jalouse que la France ait un porte-avions pouvant transporter jusqu'à 40 avions. Surtout après que la Russie a dû retirer son unique porte-avions du service en 2025, après des décennies d'échecs, rendant finalement le navire totalement inutile. La Russie voulait transmettre un message avec cette attaque et pensait qu'il avait été compris. Nous expliquerons cela à la fin de la vidéo. Ce message a été entaché par l'échec total de la Russie à dissimuler ses traces. La Russie a été prise sur le fait dès le début, et la réaction de la Suède a accentué l'humiliation pour Poutine et ses sbires. Selon le Télégraphe, l'armée suédoise a intercepté le drone russe bien avant qu'il ne s'approche du Charles de Gaulle. Le drone a été intercepté à 6 milles au large, non par des chasseurs suédois ou de l'OTAN, mais par un brouillage qui l'a forcé à revenir. Le sort final du drone reste inconnu. Il a peut-être été contraint de faire demi-tour et de retourner au Zhigovsk dans la disgrâce, ou bien il s'est écrasé dans l'eau à des kilomètres de Malmö. Quoi qu'il en soit, ce que nous voyons ici, c'est une tentative de la Russie soit de lancer une attaque, soit de mener une opération de surveillance contre un porte-avions français. Tentative qui a échoué lamentablement, avant même d'avoir eu la moindre chance de vraiment aboutir. La BBC a également rapporté l'attaque ratée de la Russie, en soulignant que plusieurs personnalités importantes ont qualifié l'incursion du drone russe de provocation ridicule. Ce sont les mots du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, présent sur le Charles de Gaulle lors de l'attaque. S'il y a une origine russe à cet incident, j'en conclurai simplement qu'il s'agit d'une provocation ridicule, a déclaré Barrot. Le premier ministre suédois Ulf Kristersson, également à bord du porte-avions français, a jugé l'incident grave mais pas surprenant, ajoutant que même sans preuve, chacun savait que la Russie était responsable. Kristersson a noté que c'est un comportement russe que nous reconnaissons d'ailleurs. Cette fois, c'est une manière d'agir russe qui a lamentablement échoué. Bien qu'il soit évident que le fait que la Russie vise le Charles de Gaulle soit censé être une sorte de signal stratégique, le fait que son drone n'ait réussi à parcourir qu'environ 1 mille avant d'être neutralisé, nous montre que la dernière tactique hybride de la Russie a fait un flop. Cela montre aussi que l'OTAN est prête à affronter ce que la Russie prépare depuis des années, et que la Suède, au moins, possède l'équipement électronique pour stopper les drones russes. Le Charles de Gaulle reste intact. La Suède a si bien intercepté le drone russe que personne à bord n'aurait su ce qui s'était passé sans l'annonce publique du pays. Quant à la Russie, vous souvenez-vous plutôt lorsque nous vous avons dit qu'il n'y avait aucun moyen pour le Kremlin d'essayer de se dérober à sa responsabilité pour ce qu'il vient de faire ? On a été bien naïf, car c'est justement ce que la Russie tente de faire. Le 27 février, le Moscow Times rapporte que le Kremlin a rejeté les accusations suédoises sur un drone russe lancé contre le Charles de Gaulle. Le porte-parole préféré de Poutine, Dmitri Peskov, a qualifié les accusations de la Suède de déclarations tout à fait absurdes lorsqu'on l'a interrogé sur ce qui s'était passé, et il était même allé jusqu'à affirmer que la Russie n'a aucune information sur l'incident du drone. Bien sûr que non, Dmitri. Pourquoi la Russie en dirait-elle plus sur une attaque aussi effrontée, quand un équipage suédois a vu le lancement du drone depuis un navire russe ?
Le Kremlin a un motif évident pour envoyer le drone, comme nous l'expliquerons bientôt. Quant à la Suède, bien qu'elle pointe clairement du doigt la Russie, elle aborde toujours cet incident de manière méthodique. Elle a décrit en détail l'incident, un porte-parole des forces armées, indiquant qu'un navire de la marine suédoise a repéré un drone suspect lors d'une patrouille dans le détroit d'Öresund. Suite à cette observation, les forces armées ont pris des mesures pour perturber le drone suspecté. Le contact avec le drone a été perdu. C'est un message direct à la Russie, disant à Poutine que ses tactiques d'intimidation ont échoué. Et maintenant que l'attaque contre le Charles de Gaulle est terminée, la Suède a annoncé l'ouverture d'une enquête sur l'ensemble de l'incident en vertu de sa Tillträdesförordningen, qui est la loi suédoise régissant l'accès des navires étrangers aux eaux du pays. La Suède est donc claire sur sa façon de gérer la Russie. Le drone a été neutralisé et une enquête est en cours, ce qui pourrait aggraver les problèmes du navire espion russe. La Suède dit aussi à Poutine qu'elle avait vu tout cela venir. Le 17 février, une semaine avant l'attaque contre le Charles de Gaulle, Thomas Nilsson, chef du renseignement militaire suédois, a affirmé que la Suède avait observé la Russie intensifier sa guerre hybride. Nilsson a souligné que la Russie renforçait ses capacités et était prête à prendre plus de risques, utilisant notamment le sabotage avancé, dont des complots d'assassinat, des incendies criminels et des attaques contre des infrastructures critiques. En somme, la tentative effrontée de la Russie avec le Charles de Gaulle n'a pas surpris le renseignement militaire suédois. Ayant tout anticipé, il avait déjà fait déployer un patrouilleur pour surveiller le Jigolevski lorsqu'il rôdait en Baltique. C'est pourquoi la Suède a si vite contré l'attaque russe qu'on pourrait croire qu'elle n'a jamais eu lieu. Les arguments de Nilsson sur l'intensification de la stratégie hybride russe restent valables et méritent d'être approfondis. Restez avec nous jusqu'à la fin pour analyser les actions et implications de la Russie. Mais pendant qu'on y est, vous regardez The Military Show. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal pour cliquer sur ce bouton. Avant d'expliquer les actions de la Russie et leur signification, évoquons la raison de sa tentative d'envoyer un drone vers le Charles de Gaulle déjà mentionné dans la vidéo. Vous vous demandez peut-être pourquoi un porte-avions français se trouve en Suède. Tout d'abord, un peu de logique vous dira que la présence du porte-avions dans le port de Malmö a probablement un lien avec l'OTAN, et vous auriez raison. Le Charles de Gaulle participe à une opération qui a un impact direct sur la Russie. Bien sûr, l'OTAN ne passe pas à l'attaque, ni rien de ce genre, mais ce qu'elle fait, c'est mener la mission Lafayette 26 en Suède et autour de la Suède. Toute cette mission, qui comprendra des exercices menés en mer Baltique où opère le Jigolevski, a été conçue par l'OTAN comme un exercice multinational qui se concentrera sur la dissuasion des menaces pesant sur les câbles sous-marins. C'est un message clair à la Russie. Sa campagne hybride inclut l'envoi de navires espions pour localiser ces câbles essentiels à la communication, et parfois essayer de les couper. En décembre 2024, la Finlande a même détenu un navire russe, dans le cadre d'une enquête sur un incident de sectionnement de câbles, ce qui illustre le type de problème qui rend la mission Lafayette 26 si essentielle. Au-delà des câbles, l'Institut naval des États-Unis affirme que Lafayette 26 a aussi été conçu pour aider. La France et l'OTAN renforcent leur défense et leur dissuasion face à la Russie, tout en consolidant les frontières européennes et en favorisant la coopération entre alliés. Rien de tout cela n'est souhaité par Poutine, et il ne voulait surtout pas voir le Charles de Gaulle en Suède, car Lafayette 26 marque la première fois que le porte-avions se rend dans ce pays. La Russie fait face ici à une démonstration de force de l'OTAN, visant aussi les tactiques hybrides et incursions frontalières qu'elle utilise pour perturber l'OTAN européenne. La Russie a envoyé un navire espion et lancé un drone pour surveiller la situation. Poutine pensait être rusé, mais il a été humilié instantanément. Le navire et le drone ont été repérés et neutralisés, et la Russie ne saura rien de plus sur Lafayette 26, sauf ce que l'OTAN lui montrera dans le cadre de sa projection de puissance. La Russie a été ridiculisée après le 26 février. Cependant, cela ne signifie pas que ce que nous avons vu ce jour-là n'était pas un signe inquiétant, à la fois de ce qui nous attend, et du désir de la Russie de poursuivre sa guerre hybride contre l'OTAN. Cela illustre ce que nous avons évoqué sur la Russie qui renforce sa guerre hybride. Cette attaque montre au moins qu'elle adopte des stratégies plus audacieuses. Cela est arrivé la même semaine, où le Télégraphe a révélé que la Russie envoyait des migrants en Europe par un réseau de tunnels entre la Pologne et la Biélorussie. Près de 200 migrants ont déjà utilisé ces tunnels pour rejoindre l'Union européenne.
Les responsables polonais estiment qu'ils ont été construits par des spécialistes du Moyen-Orient, probablement dans le cadre des efforts russes pour déstabiliser l'Europe en utilisant la migration comme une arme. La Henry Jackson Society met en avant le plan de la Russie dans un article de novembre 2025, où elle affirme que la Russie pousse des migrants désespérés vers les nations de l'UE. Et lorsque ces nations refusent d'accueillir le nombre croissant de migrants, le Kremlin attaque ces pays en les accusant d'être intolérants aux besoins des autres. Les migrants ne sont pas les agresseurs. Ce sont les pions de Poutine, utilisés pour mener l'agression russe via des tactiques visant à nuire à l'UE et à l'OTAN, sans déclencher de guerre conventionnelle. C'est une manœuvre classique de propagande russe. Cela, comme l'attaque contre le Charles de Gaulle, illustre la diversité de la guerre hybride russe. Un article du 20 février de The Record rapporte que les services de renseignement néerlandais ont aussi souligné l'intensification de la guerre hybride par la Russie. Outre les drones et les migrants, la Russie emploie aussi des cyberattaques, de la désinformation, de l'espionnage, du sabotage et une influence politique cachée pour déstabiliser les nations que Poutine juge les plus menaçantes pour sa vision de l'Europe. Cela, en pratique, ressemblerait à ce que c'était à l'époque où l'Union soviétique était à son apogée. Une forte augmentation de ce type d'activité a été observée en Europe depuis 2023 selon le rapport. Il est indiqué que la Russie tente de présenter ses actions comme une lutte contre ce qu'elle qualifie d'Occident décadent, selon les renseignements néerlandais, et de se présenter comme une fédération unique, ne pensant qu'à sa survie. Voilà donc. Il est bien connu que les nations qui essaient simplement de survivre déclenchent des guerres brutales de plusieurs années contre d'autres pays. C'est l'instinct de survie en action. Les pays puissants attaquent ceux qu'ils perçoivent comme plus faibles simplement pour pouvoir continuer à exister. Trêve de sarcasme, la façon dont la Russie présente ses actions est illogique. Pourtant, c'est l'argument que Poutine et ses sbires invoquent pour justifier leurs attaques contre l'OTAN, l'UE et les anciens pays du bloc soviétique, comme l'Ukraine. Et ce qui inquiète l'Occident, c'est que tout cela implique que Poutine est poussé, ou du moins fait semblant d'être poussé, par une idéologie plutôt que par un simple désir de conquête. Les idéologues, attachés aveuglément à leur philosophie, sont difficiles à convaincre, ce qui signifie que la guerre hybride, déjà intensifiée menée par la Russie, ne fera qu'empirer. Nous reviendrons sur cette idée dans un instant. D'abord, voyons comment la Russie a lancé son drone contre le Charles de Gaulle. Cela paraît être une façon inédite pour la Russie d'attaquer avec des drones. La guerre en Ukraine a montré que la Russie peut lancer ses drones de presque partout sur son territoire, soulevant la question de l'intérêt d'envoyer un navire dans les eaux baltes pour cela. L'une des réponses à cette question pourrait être que les drones russes ne sont pas capables d'atteindre la Suède. C'est certainement une possibilité. Bien que des drones comme le Garand II russe puissent parcourir entre 1800 et 2500 km, soit environ 1120 à 1550 miles, ce qui signifie qu'ils pourraient atteindre la Suède s'ils étaient lancés depuis le bon endroit en Russie. Une réponse bien plus probable, cependant, est que la Russie voulait lancer depuis un navire parce que c'est une stratégie qu'elle a déjà utilisée auparavant pour envoyer un message à l'Occident. La différence cette fois-ci, c'est que la Russie a utilisé un navire espion qui fait partie de la marine militaire, plutôt que les navires de la flotte fantôme qu'elle utilisait auparavant. Le Guardian et le Kyiv Independent ont signalé que la Russie utilise des navires de la flotte fantôme pour les mêmes activités que ses navires espions actuels. En septembre, le Kyiv Independent a révélé que des pétroliers de la flotte fantôme servaient de base pour les drones russes envoyés dans l'espace aérien européen. Le Guardian rapportait aussi cela, citant le président ukrainien Zelensky. Les Russes utilisent actuellement les pétroliers non seulement pour financer la guerre, mais aussi pour la reconnaissance et le sabotage. Ce que nous avons vu le 26 février était différent. Avec la flotte fantôme, la Russie dispose déjà d'une immense collection de navires, qui compte environ 1468 unités selon la BBC et tankertrackers.com. Si la Russie engage de vrais moyens navals militaires, l'humiliation de son attaque du 26 février contre le Charles de Gaulle s'aggrave. Un navire espion a échoué là où les pétroliers de la flotte fantôme réussissent depuis des mois. Même avec cet échec, le recours par la Russie à un navire de guerre plutôt qu'à un navire civil lors de cette attaque montre que la situation va empirer dans la guerre hybride menée par la Russie. La Russie pourrait quitter la zone grise. Sans succès, il faut le préciser. Mais le fait que la Russie utilise un navire espion pour cibler le Charles de Gaulle montre qu'elle s'éloigne des tactiques en dessous du seuil de la guerre, au profit de méthodes plus conventionnelles pouvant mener à une confrontation. Tout cela ferait partie du plan russe, selon un rapport du Belfer Center du 5 février. Cette organisation prévoit que, d'ici 3 ans, la Russie intensifiera sa campagne dans la zone grise jusqu'à être prête à lancer une incursion militaire sur le flanc nord-est de l'OTAN.
Cette incursion pourrait voir la Russie tenter de s'emparer d'une zone frontalière sur le flanc nord-est de l'OTAN, lors d'une attaque éclair, l'objectif de Poutine étant probablement de profiter de la confusion qui en résulterait, pour se retrancher dans cette région frontalière pendant que les membres de l'OTAN essaient d'organiser leur riposte. Ceci est inquiétant pour l'OTAN et pour l'avenir de l'Europe. Un drone brouillé contre un porte-avions est un échec humiliant pour la Russie et Poutine, mais ce ne sera pas la dernière fois que cela arrivera. Si le Belfer Center a raison, la campagne hybride ne fera qu'empirer. La Russie sera plus directe dans ses menaces et attaques hybrides. Elle continuera d'utiliser ses moyens militaires pour menacer le flanc nord-est de l'OTAN. Le 26 février, la Suède avait une longueur d'avance sur Poutine. L'OTAN, dans son ensemble, doit s'assurer de suivre l'exemple de l'un de ses nouveaux membres. L'humiliation de la Russie est un signe de ce qui va arriver. L'OTAN doit s'y préparer davantage. Après l'attaque russe contre le Charles de Gaulle, l'OTAN a renforcé la surveillance en mer Baltique et intensifié le contrôle maritime et côtier. Ces mesures sont bonnes, mais elles ne doivent pas être temporaires. L'OTAN doit réagir à chaque escalade hybride de la Russie par ses propres escalades pour envoyer un message clair au Kremlin, alors qu'il cherche à montrer sa fermeté. L'OTAN observe les actions de Poutine et stoppera immédiatement toute tentative russe. On peut aussi dire que l'attaque contre le Charles de Gaulle était personnelle pour Poutine. La Suède a fait la une pour sa réaction du 26 février, mais quelques semaines plus tôt, non ? La France a fait un geste complètement fou pour l'Ukraine, ce qui a sûrement contrarié Poutine. Regardez notre vidéo pour comprendre pourquoi la France choisit de devenir une cible de la Russie en aidant l'Ukraine. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité de la guerre hybride de la Russie contre l'OTAN. Merci de nous avoir regardés.